Bonsoir messieurs, dames, et merci d'être venus pour cette conférence lors de laquelle on va écouter Pierre Stamboul. Cette conférence est organisée par le collectif Paix et Justice au Proche-Orient, un collectif qui réunit plus d'une vingtaine d'associations et de collectifs aixois et qui lutte depuis le mois d'octobre 2023 pour un cessez-le-feu immédiat à Gaza et pour sensibiliser au maximum la population contre cette tragédie à laquelle on assiste malheureusement depuis plus de 19 mois maintenant. Alors, avant de laisser la parole à notre invité, Pierre Stamboul, pour 45-50 minutes, 1 heure, quelques mots de son parcours pour situer aussi d'où il parle en tant que juif. Né en France de parents ashkénazes immigrés de Bessarabie en 1938 et résistants engagés évidemment au péril de leur vie durant la Seconde Guerre mondiale. Son père est d'ailleurs rescapé de Buchenwald où il a été interné en tant que membre du groupe Manouchian. Pierre Stamboul hérite par ce biais de l'histoire des Juifs d'Europe de l'Est et grandit avec la conviction que le sionisme est le seul horizon pour son peuple. Très tôt, il développe une conscience politique et des valeurs de justice, d'égalité, d'autodétermination, d'universalisme et bien sûr d'antiracisme. Juste après la guerre de 6 jours, en 1967, qui impose l'idée d'une menace mortelle qui pèse sur les Juifs et qui cristallise les convictions sionistes, Pierre Stamboul rejoint à 16 ans un kibbutz où il découvre une culture et des discours à l'opposé de ses valeurs. Ce sont en fait les événements de 68, de mai 68, qui vont transformer le jeune étudiant Pierre Stamboul en militant de gauche anti-bolchevique. Devenu professeur de mathématiques, il s'engage dans le syndicalisme et lutte pour l'éducation, les immigrés, les sans-papiers. Puis, refusant formellement que les crimes sionistes qui violent ses valeurs d'humanisme, d'universalisme, soient commis au nom des Juifs, en son nom, il rejoint l'Union juive française pour la paix, dont il devient président et dont il est aujourd'hui porte-parole. Cette très brève et très partielle biographie laisse entrevoir en filigrane des tensions, voire des lignes de fracture entre judaïté, identité, histoire familiale, sionisme, antisionisme, qui ont nourri de longue date et fondent le point de vue juif de Pierre Stamboul encore aujourd'hui. Je vais lui laisser donc la parole maintenant pour développer ce point de vue durant donc une petite heure, 2 minutes, après lesquelles nous aurons un temps d'échange lors duquel vous pourrez poser vos questions. Merci beaucoup pour cette invitation, même si je ne viens pas de très loin puisque je suis marseillais. Je vais ajouter quelques petits mots sur l'UJFP, l'Union juive française pour la paix. Nous existons depuis 1994. Au début, c'était sur la position « pas de crime en notre nom », mais très vite, nous avons découvert les mots qu'il faut mettre sur cette guerre. J'ai horreur du mot « conflit ». C'est la guerre d'un État surarmé contre un peuple désarmé. Et ces mots, c'est occupation, colonisation, crime de guerre, crime contre l'humanité, apartheid, génocide, suprémacisme. Nous sommes une association juive antisioniste. Nous sommes antisionistes parce que juifs, parce que pour nous, si pour les Palestiniens, à l'évidence, le sionisme est un crime absolu, pour nous, c'est aussi une injure à notre histoire, à notre mémoire, à notre identité, et c'est en plus une idéologie complètement suicidaire. Donc ce que je vais essayer d'expliquer, c'est un très long passage historique. Je vais remonter à l'Antiquité pour expliquer comment on en est arrivé à ce génocide infâme qui existe maintenant depuis 21 mois et où se passent des choses qu'on aurait cru absolument impossibles. Et je vais essayer de démonter un à un certain nombre de mensonges historiques. Je vous ai dit, je commence dans l'Antiquité. Pourquoi je commence dans l'Antiquité ? À la conférence de Madrid en 1991, c'était un peu avant les accords d'Oslo, Yitzhak Shamir, qui était Premier ministre d'Israël,
commence par dire les Juifs sont chez eux depuis 4500 ans, ils n'ont jamais quitté ce pays. Cette vision est totalement abracadabrantesque et elle ne repose absolument sur rien. Il n'y a évidemment pas un seul historien, archéologue qui va défendre ça. Et en fait, d'où elle découle? Elle découle du fait que dans la deuxième partie du XIXe siècle, quand les archéologues, les historiens européens sont arrivés en Palestine, ils pensaient que la Bible était un livre d'histoire. La Bible est un livre religieux, ce n'est pas un livre d'histoire. Donc je ne veux pas heurter les convictions religieuses de personne, mais historiquement, Abraham, Moïse, il n'y a pas eu. L'entrée ou la sortie d'Égypte, il n'y a pas eu. Fort heureusement, la conquête sanglante de Canaan, qui est le livre de chevet des colons. Les colons disent « Dieu nous a donné cette terre et donc les autres sont des intrus, nous allons les exterminer ou les expulser ». Il n'y a pas eu. Les Hébreux sont un peuple autochtone. Il y a de très très différentes, légères variantes dans ce que pensent les historiens, mais c'est un peuple autochtone. Mais surtout, ce que vous devez avoir comme idée, c'est que cette région-là était dans l'Antiquité une terre de mélange. C'était un passage entre l'Égypte et la Mésopotamie. Et il y avait différents peuples et différentes religions qui se côtoyaient, parmi lesquels les Hébreux. Mais probablement à quelques kilomètres d'écart, on ne parlait pas la même langue et on n'avait pas les mêmes dieux. Le royaume unifié de Salomon et David, c'est dans le livre, mais ce n'est pas dans l'histoire. La reine de Saba et le grand temple, vous pouvez oublier. Donc dans cette idée que les sionistes auraient recréé un grand royaume juif unifié de l'Antiquité, c'est une construction historique qui ne repose sur rien. Deuxième chose, là on est dans l'histoire, en 70 après Jésus-Christ, les troupes romaines avec le futur empereur Titus prennent Jérusalem, détruisent le temple et interdisent la ville aux Juifs. Et il se dit que des centaines de milliers, des millions de Juifs se seraient dispersés partout dans le monde connu, notamment en Méditerranée, et que nous serions leurs héritiers. Vous voyez que pas plus moi que sûrement la plupart des amis juifs que vous pouvez avoir n'avons le type proche-oriental pour une raison simple. Nous ne sommes pas les descendants des Judéens de l'Antiquité, nous sommes les descendants de différents convertis de différentes époques et de différentes régions. Pour les Juifs du Maghreb, en grande majorité des Berbères convertis au judaïsme. Pour les Ashkénazes dont je suis, il y a plusieurs hypothèses, probablement pas mal de Juifs venus du monde germanique, puisque la langue qu'ils parlaient était le yiddish, qui est une langue germanique, probablement des restes de l'Empire khazar dont les souverains étaient juifs, mais nous ne sommes pas les descendants des Judéens de l'Antiquité. Et qui sont les Judéens de l'Antiquité, les descendants des Judéens? Ceux qui n'ont pas bougé, il n'y a pas de trace d'un exode quelconque de population, c'est-à-dire les Palestiniens. Les Palestiniens ont été tour à tour très majoritairement de religion juive, puis très majoritairement de religion chrétienne, puis après la conquête arabe du 7e siècle, très majoritairement de religion musulmane. Il y aura pendant plus d'un millénaire en Palestine environ 80% de musulmans de rite sunnite, 15% de chrétiens de différentes églises et 4 à 5% de juifs. Il n'y avait pas de conscience nationale palestinienne, il y avait des occupations diverses, mais cette population avait conscience d'être la gardienne des lieux saints et y vivait en bonne entente. Et la Shahid raconte que son grand-père, qui a été le dernier maire de Jérusalem de l'Empire ottoman, les conseillers municipaux des 3 religions monothéistes s'entendaient sans problème à Jérusalem pour gérer les lieux saints. Troisième chose que je veux enlever, vous avez aujourd'hui en Israël et en France une religion juive colonialiste, pour ne pas dire fasciste. Vous avez des dirigeants religieux qui en Israël appellent ouvertement au génocide. Vous avez le grand rabbin Corsia en France qui a appelé Israël à terminer le travail à Gaza. Et donc on peut se poser la question, est-ce que la religion juive est la cause de ce qui se passe actuellement à Gaza et plus généralement en Palestine? Et la réponse est non. La religion juive est une religion messianique, c'est-à-dire ce qui se dit dans la religion et la conception qui a été ultra majoritaire jusque dans les années 1960, c'est les Juifs ont été punis par Dieu pour s'être mal conduits, d'où la destruction du temple. Ils sont en exil, galout en hébreu, et
tant qu'ils ne sont pas pardonnés, c'est-à-dire que tant que le Messie n'est pas arrivé, ils n'ont pas le droit de retourner en Terre Sainte. Donc les sionistes ont violé cette règle fondamentale religieuse qui était qu'on n'a pas le droit de retourner en Terre Sainte. L'hébreu, c'était à la synagogue. Il y avait des langues juives, le judéo-arabe, le yiddish, le judéo-espagnol. L'hébreu, c'était à la synagogue. Le peuple élu, ça voulait dire celui qui avait plus de devoirs et pas celui qui avait le plus de droits. Et l'an prochain à Jérusalem, ça voulait dire nos pensées vont vers Jérusalem, comme les pensées des musulmans vont vers la Mecque. Mais ça ne voulait pas dire je vais à Jérusalem, j'expulse les autochtones et j'y fais un État. Et Dieu a donné cette terre au peuple juif. La phrase complète, c'est Dieu a donné cette terre au peuple juif à condition qu'il se comporte bien. Et dans cette religion, comme dans les autres, il y a tu ne tueras point et tu ne feras pas à autrui ce que tu ne veux pas qu'on te fasse. Autant dire que ça ne correspond absolument pas à ce qu'est devenu la religion aujourd'hui. Alors, qu'est-ce qui a changé la religion juive? Ce n'est pas la religion juive qui a créé le colonialisme, c'est le colonialisme qui a transformé la religion juive en une religion fasciste. Et ça commence avec le colonialisme britannique. Pendant le mandat britannique entre 1920 et 1940, le grand rabbin de la Palestine mandataire, Avraham Kook, qui était un Lituanien, est le premier à faire la synthèse entre sionisme et religion et à dire quelque part que aller sur la terre d'Israël, c'est un pas vers le retour du Messie. Mais ces religieux vont être très minoritaires. Quand Theodor Herzl voudra faire le congrès fondateur du sionisme en Allemagne, à Munich, il y aura une pétition quasiment unanime de tous les rabbins allemands contre ce qu'ils appelaient la folie sioniste. Donc l'écrasante majorité des religieux étaient antisionistes. Le changement commence dans les années 30-40, mais les religieux ne vont pas participer à la création de l'État d'Israël et à la Nakba, à l'expulsion des Palestiniens. Le grand changement, c'est 1967. Ce sont des généraux tout à fait laïques, tout à fait athées, comme Moshe Dayan, Yitzhak Rabin, Yigal Allon, qui vont conquérir la Cisjordanie. Et c'est Yigal Allon qui va initier la colonisation. Et comme ils n'ont pas le personnel politique pour installer des nouveaux colons, ils vont faire appel à une poignée de sionistes religieux. Et en quelques mois, ce sionisme religieux va devenir écrasamment majoritaire en Israël, en France, pas aux États-Unis, où il y a une histoire juive qui est assez différente. Autre chose que je veux un peu expliquer, la question de l'antisémitisme. Le terme est souvent extrêmement mal utilisé, donc je vais essayer un petit peu d'expliquer ce qui se passe. La première phase, qui va durer plus d'un millénaire, c'est ce qu'on appelle l'antijudaïsme chrétien. Le judaïsme a été une religion prosélyte. Je vous ai dit, la plupart des juifs sont des descendants de convertis. On estime qu'à l'apogée de l'Empire romain, sans doute 10-15% de la population de l'Empire est juive. Mais ce sont des Égyptiens de religion juive, des Grecs de religion juive, des Italiens de religion juive. Une ville comme Alexandrie est une ville à moitié juive. Et quand le christianisme, qui lui-même est issu du judaïsme, va prendre le pouvoir au IVe siècle après Jésus-Christ, il va édicter contre cette religion concurrente toute une série d'interdits et toute une série de stigmatisations. Les Juifs vont être accusés de faire des crimes rituels, ils vont être accusés d'empoisonner les puits, ils vont être accusés de vouloir dominer le monde. L'accusation la plus grave, ils vont être accusés d'être le peuple déicide, accusation qui ne sera enlevée qu'en 1965 au Concile Vatican II. Et des métiers vont être interdits aux chrétiens, l'usure, la banque, ils vont être confiés aux juifs, ce qui va augmenter leur impopularité. Et assez tôt, dès le premier millénaire, commencent les expulsions. Il y aura des expulsions dans la France des Mérovingiens, dans l'Espagne des Visigoths. Et à partir du début du second millénaire, commencent les massacres. C'est la première croisade qui, avant d'aller massacrer les infidèles musulmans, va massacrer les infidèles juifs de la vallée du Rhin. Et pendant tout le Moyen-Âge, il y a des tueries. À Blois, à Strasbourg, on brûle 2000 juifs accusés d'avoir propagé la peste noire. Les grands épisodes de l'antijudaïsme chrétien, c'est l'Espagne, où probablement aussi 10-15% de la population était juive. Ça va se terminer par des conversions forcées, par plus de 250 000 juifs qui vont être expulsés, par des massacres. Et les Espagnols inventeront même au XVe siècle la limpieza de sangre, la pureté du sang, c'est-à-dire qu'ils iront pourchasser des chrétiens d'origine juive
bien avant Hitler, ils avaient inventé la notion de race. Dans l'anti-judaïsme chrétien, il y a aussi l'épisode sanglant de l'Ukraine au XVIIe siècle avec les Cosaques de Khmelnytsky. Ça a laissé des souvenirs terribles dans la mémoire ashkénaze. Et après, l'anti-judaïsme chrétien va se superposer à partir du XIXe siècle l'antisémitisme racial. Alors d'où il vient? Il vient déjà du fait que les Juifs sortent du ghetto où ils ont été enfermés et donc ils deviennent une minorité invisible, donc avec toute une série de fantasmes contre eux. Il va y avoir aussi le fait que en Europe de l'Est, où vivent la majorité des Juifs, 60% des Juifs du monde entier vivent dans l'Empire russe, il y a toute une série de nationalismes qui vont naître contre les empires en déclin, l'Empire russe, l'Empire ottoman, l'Empire autrichien. Et tous ces nationalismes-là vont rêver de créer des États ethniquement purs. Or, États ethniquement purs, dans toutes ces régions-là, il y a une minorité juive, et tous ces nationalismes-là, polonais, serbes, lituaniens, seront des nationalismes antisémites. Et puis, fondamentalement, il y a une responsabilité énorme des intellectuels, des historiens, des linguistes, des écrivains, des journalistes. On est à une époque où l'Europe domine le monde. Il n'est pas question de partager les richesses. Alors ils vont inventer la notion de race. Les races inférieures, ce seront dans les pays colonisés l'Indien, le Noir, l'Arabe. Et en Europe, ce seront les Juifs et les Tziganes. Et donc cet antisémitisme racial va devenir complètement hégémonique en Europe à la fin du XIXe siècle. Le mot antisémite est tout à fait impropre. C'est un de ces racialistes du XIXe siècle qui a inventé le mot. C'est Wilhelm Marr, un journaliste allemand. Mais pour lui, donc, il y avait une race juive inférieure. Mais quand mes amis arabes disent « Comment on peut nous accuser d'être sémites puisque nous sommes sémites nous-mêmes ?» Les Égyptiens et les Berbères n'ont rien à voir avec les sémites. Même le mot Palestine vient des Philistins qui ne sont pas des sémites. Et les Juifs ne sont pas des sémites puisqu'ils sont des descendants de convertis. Donc sémite ou antisémite, c'est le mot de l'ennemi, mais on sera obligé de l'utiliser parce qu'il s'est imposé. Et je vais arriver à la période du sionisme. Quelle est la situation qu'on a à la fin du XIXe siècle en Europe pour les Juifs? On a à l'ouest et en Europe centrale, les Juifs sont sortis du ghetto et ils veulent l'égalité des droits, ils veulent la citoyenneté. Quelque part, le capitaine Dreyfus est assez représentatif de ces Juifs à qui on nie l'égalité, mais qui la demandent. Et les religieux sont toujours dans les yeshivot, les écoles religieuses. Pour eux, le Messie n'est pas arrivé et ils sortent complètement du jeu politique. Les religieux sont toujours assez nombreux, surtout en Europe de l'Est, en Pologne et en Lituanie. Et puis, dès 1881, le tsar lance une politique antisémite de pogrom. Alors, il se trouve que mes deux grands-mères paternelles et maternelles ont été des survivantes du pogrom de Kishinev, qui est un des plus emblématiques. Kishinev, sous le nom de Chisinau, est la capitale aujourd'hui de la Moldavie. Et cette politique de pogrom va entraîner des énormes perturbations chez les Juifs. Par centaines de milliers, ils vont émigrer vers l'Ouest, principalement vers les États-Unis. La communauté juive des États-Unis est principalement descendante de celle qui a fui les pogroms de l'Empire russe, mais aussi vers l'Europe occidentale. Et surtout, beaucoup de Juifs vont abandonner la religion parce que les rabbins disent le Messie n'est pas arrivé, donc il faut accepter la persécution. Et eux disent non, on va se révolter, on ne va pas laisser les pogromistes. Et donc, on est un petit peu les descendants de ça, l'Union juive française pour la paix. Il y aura un très grand nombre de Juifs qui vont adhérer à des partis révolutionnaires ou progressistes. On trouvera énormément de Juifs chez les bolcheviks, chez les mencheviks, chez les socialistes révolutionnaires, chez les anarchistes. Et il y aura même un parti révolutionnaire juif, le Bund, qui prenait quelque chose qui, à mon avis, est tout à fait d'actualité en France aujourd'hui pour toutes les minorités discriminées. C'est l'autonomie culturelle, c'est-à-dire l'égalité totale des droits culturels, politiques et économiques sur place, sans territoire spécifique. C'était la politique du Bund qui sera farouchement antisioniste. Et c'est dans ce monde-là que va apparaître cette idéologie.
D'abord, le sionisme, il apparaît dans la bourgeoisie. Il apparaît dans la bourgeoisie juive de l'Empire austro-hongrois. Théodore Herzl en était un parfait représentant. Comment je pourrais le définir? C'est avant tout une théorie de la séparation. C'est-à-dire, pour Théodore Herzl et ceux qui le suivent, l'antisémitisme est inéluctable. Ce n'est pas la peine d'essayer de le combattre. La seule solution, c'est de créer un État juif, de partir et de créer un État juif. Dans mon livre là, du projet sioniste au génocide, je fais une comparaison avec les Roms. Il y a aujourd'hui en Europe pas plus discriminés que les Roms, qui subissent partout discrimination, injures et persécutions. On imagine qu'il y ait des Roms qui disent la seule solution à ce qui nous arrive, c'est de créer un État Rome. On comprend bien qu'ils le créent en Roumanie, où ils ont été en esclavage, ou en Inde, d'où ils sont partis il y a 1000 ans, c'est la guerre. On comprend bien que l'idée fondamentale du sionisme, que la solution à une persécution, à une discrimination, c'est la séparation et c'est la création d'un État ethniquement pur, c'est une idée meurtrière. Cette idée, elle est fondamentale dans le début du sionisme. C'est ça, le sionisme. C'est en plus une époque alors, où le colonialisme n'est pas discuté, même à gauche, même à l'extrême gauche. Personne ne met en doute la question coloniale. Si Louise Michel, quand elle est déportée en Nouvelle-Calédonie, elle est un peu l'exception, mais la plupart, même des révolutionnaires, ils ne mettent pas en doute la question coloniale. J'ai retrouvé des textes de Léon Blum de 1925 où il explique que le colonialisme, c'est des États développés qui apportent la science et l'industrie à des sous-développés. C'était ça qui était majoritaire. Le sionisme va être d'entrée un colonialisme, mais c'est un colonialisme particulier. Ce n'est pas un colonialisme dont le but est de faire, comme disaient les Français en Algérie, de faire suer le burdou. Le but, ce n'est pas d'exploiter l'indigène, le but, c'est de nier l'existence des indigènes, de nier la légitimité de sa présence sur place et de l'expulser, de le remplacer. Ça y est dès le départ. Et je vais vous expliquer qu'il y a 120 ans, les institutions que les sionistes, les premiers colons sionistes vont implanter en Palestine sont des institutions d'expulsion. C'est d'entrée, il n'a jamais été question de vivre avec le peuple autochtone, avec le peuple palestinien. Les sionistes, au tout début, ils cherchent un refuge. Ils examineront, peut-être on peut aller en Argentine, peut-être on peut aller au Madagascar, en Ouganda. Ils vont choisir la Palestine avec l'idée de rallier la petite poignée de sionistes religieux. Les religieux se rallieront au sionisme 60 ans après. Mais ils vont inventer, pour avoir les religieux avec eux, une histoire abracadabrantesque. Voilà, on a été chez nous il y a 2000 ans et on rentre chez nous. Comme je vous ai expliqué, cette histoire ne tient absolument pas, n'a pas le moindre début d'une conception historique. Mais ce que vous devez comprendre aujourd'hui, parce que sinon on ne comprend pas ce qui se passe à Gaza. Avant le sionisme, être juif, ce n'est pas être né lié à un territoire. Être juif, c'est des identités religieuses ou culturelles qui n'ont rien à voir avec un territoire. On est juif à l'endroit où on vit. Avec la création du sionisme, on va vouloir lier le fait d'être juif à l'idée d'un territoire qui n'est pas le sien. Et le sionisme se prétend être un nationalisme, mais c'est un nationalisme qui a inventé le peuple, la langue et la terre. Peuple juif, c'est une notion religieuse. Mais si on entend par peuple une unité de culture, une unité de territoire, une unité de langue, une unité de cuisine, il est évident que dire qu'un juif irakien et un juif lituanien, c'est le même peuple, ça n'a aucun sens. C'est évidemment pas le même peuple. La langue, il y avait des langues juives, le yiddish, le judéo-arabe, le judéo-espagnol, mais l'hébreu c'était à la synagogue, donc ils ont inventé à partir de la langue religieuse une langue nouvelle. Ils ont inventé la terre. Pour les juifs laïcs, on se battait pour avoir l'égalité sur place, et pour les juifs religieux, on attendait le Messie. Donc ils ont inventé le peuple, la langue et la terre, et ils ont pris chez les antisémites la plus horrible conception, qui est la conception de l'État ethniquement pur. Et il faut que vous compreniez que dès le début, la notion d'État juif, ça veut dire l'exclusion de tout ce qui n'est pas juif, et ça, ce sera dès le départ là-bas. On a dans l'idée que
les sionistes ont lutté contre l'antisémitisme. C'est faux. Sionistes et antisémites ont été complices d'un bout à l'autre, à l'exception des 6 années du judéocide, de l'extermination nazie, 1939-1945. Alors 1939-1945, c'est une exception. Hitler décide, quand il envahit la Pologne, où il y a 4 millions de juifs, puis quand il va envahir l'URSS, où il y en a autant, il décide l'extermination. Mais en dehors de ces années-là, sionistes et antisémites sont d'accord sur l'essentiel, que les juifs quittent l'Europe. Et ça, c'est dès le début, c'est dès l'époque de Théodore Herzl. Herzl sera l'ami de Drummond, le chef des anti-Dreyfusards, au moment de l'affaire Dreyfus. Drummond avait lu le livre d'Herzl, Die Judenstadt, l'État des Juifs, et il avait écrit dans son torchon antisémite « Ce monsieur fait notre bonheur en faisant le sien ». Herzl était l'ami de Guillaume II, l'empereur allemand, qu'il avait accompagné dans un voyage à Jérusalem, et Guillaume II griffonnera à son ministre de l'Intérieur, ne mettez aucun obstacle à quelqu'un qui veut nous débarrasser des Juifs. Herzl, en 1903, visite Vyacheslav Plehve, le ministre de l'Intérieur du Tsar, celui qui avait organisé les grands pogroms, dont celui de Kishinev, et les deux hommes tombent d'accord sur l'idée que les Juifs russes doivent quitter la Russie, c'était quand même plusieurs millions de personnes, un peu plus de 6 millions, et il y aura même une intervention de Plehve auprès du sultan ottoman pour favoriser l'entreprise sioniste. Et parmi ces antisémites qui sont les grands amis des sionistes, il y a ceux qui sont totalement d'actualité aujourd'hui, à savoir les chrétiens sionistes. Alors les chrétiens sionistes ou sionistes évangéliques, comme vous voulez, c'est quelque chose qui commence en Angleterre au XVIIe siècle. Dans l'Angleterre protestante, il y a des religieux qui imaginent que pour favoriser le retour du Christ, il faut que les Juifs retournent en Terre Sainte, chassent le mal, Armageddon, qui est clairement identifié aux Arabes, puis se convertissent à la vraie foi, sinon ils seront exterminés. Ces chrétiens sionistes sont farouchement antisémites. Aujourd'hui, ils sont une centaine de millions aux États-Unis. On comprend leur force énorme politique et économique. Ils sont capables, et ils l'ont fait, de faire élire ou de faire battre les candidats qu'ils veulent. Trump est évidemment leur homme, pas parce que Trump est religieux, mais parce que pour les chrétiens sionistes, Trump est guidé par la voix de Dieu. Et ces chrétiens sionistes qui sont des antisémites farouches, l'essentiel de la colonisation de la Cisjordanie a été financé par eux. Donc vous devez quand même savoir que la plupart des colonies de Cisjordanie, Gush Etzion, Ma'ale Adumim, Ariel, ont été financées par des antisémites. Pourquoi je parle à cette époque-là des chrétiens sionistes? Parce que Arthur Balfour était chrétien sioniste. Donc là, je remonte un siècle en arrière. Balfour est Premier ministre de l'Empire britannique en 1905. Il est antisémite. Il édicte des lois très dures contre ces juifs polonais qui émigrent à Londres pour semer la révolution. Et 12 ans après, en 1917, il est ministre des Affaires étrangères. Il envoie une belle lettre à la Fédération sioniste anglaise en leur disant « Nous allons vous donner un État que les troupes anglaises n'ont pas encore conquis ». Il n'y a pas de contradiction entre le Balfour antisémite et le Balfour sioniste. Pour reprendre des paroles d'Hannah Arendt, Hannah Arendt disait que pour les antisémites, les juifs étaient des parias asiatiques inassimilables en Europe, mais les sionistes en ont fait des colons européens en Asie. C'est ça que vous devez bien comprendre. L'antisémitisme, il a frappé les parias, il n'a pas frappé les colons, d'accord? Et que par conséquent, la question de l'antisémitisme, elle ne concerne évidemment pas les Israéliens qui sont des colons. C'est pas parce qu'ils sont juifs qu'on les aime pas, c'est parce qu'ils sont des colons et c'est parce qu'ils oppriment un peuple, et ça n'a strictement rien à voir avec la haine des juifs. Je continue un petit peu sur le sionisme. On pourrait se poser la question, existe-t-il une gauche sioniste? La réponse évidemment est non. Est-ce qu'il existe une gauche de l'apartheid? Mais vous devez comprendre la problématique qu'ont eu les sionistes. Dès le début, en 1898, ils créent la Banque coloniale juive. Le nom ne s'invente pas. C'est celle qui achetait des terres à des féodaux arabes absents pour expulser les paysans présents. Ils créent en 1901 le KKL, Keren Kayemet LeIsraël, le Fonds national juif, celui dont le but est de judaïser la terre, celui qui aujourd'hui plante des arbres partout où il y a eu des villages palestiniens.
Et donc ça, c'était le KKL aujourd'hui est considéré en France comme une association écologiste. Donc si vous lui donnez des ronds, vous êtes exempté d'impôts. Pas la peine de le faire. Hein. Bon. Mais ça ne suffisait pas. C'est-à-dire que au moment de la déclaration Balfour en 1917, il y a à peine 10% de la population de la Palestine qui est juive. Donc la première alia ça veut dire monter en hébreu, la première émigration a été un large échec. Les juifs, quand ils s'en vont, ils partent aux États-Unis, ils partent évidemment pas en Palestine. Et donc ce qu'il fallait, c'est les moyens d'une colonisation collective. Et ça, les premiers sionistes étaient incapables de le faire. C'est le courant social-démocrate qui va se charger de ce boulot. Sa première création en 1920, quand il prend le pouvoir à l'intérieur du mouvement sioniste, c'est de créer la Histadrut, syndicat des travailleurs juifs, dont l'article numéro 1 des statuts, c'est la défense du travail juif, qui sera interdit aux non-juifs, qui fait partie aujourd'hui de la CSI, Confédération syndicale internationale, à laquelle appartiennent également la CGT, la CFDT et FO. Donc pour tous les syndicalistes de la salle, vous avez du boulot pour faire virer ces gens-là. Le président de la Histadrut aujourd'hui, Arnon Ben David, il s'est fait photographier au début du génocide à Gaza en écrivant sur un obus de la compagnie Elbit, la principale compagnie d'armement israélien, avec le soutien des travailleurs israéliens. Mais ce que la Histadrut fait maintenant, c'est la suite de ce qu'elle a fait dès le début. Elle est fondée en 1920. En 1921, elle déclenche une grève, boycotter les magasins arabes, acheter juifs. C'est-à-dire, c'est le modèle de la société séparée. Et c'est la Histadrut qui va créer toutes les institutions qui vont expulser le peuple palestinien de son propre pays. La compagnie Mekorot des eaux, celle qui aujourd'hui vole l'eau de la Cisjordanie, c'est eux qui l'ont fondée. La compagnie Tzim de navigation, celle qui transporte et les armes israéliennes et les produits des colonies, c'est la Histadrut qui l'a fondée. La compagnie Solal Bonnet des travaux publics, celle qui a construit les colonies, c'est la Histadrut qui l'a créée. La banque Leumi, la banque Apoalim, les deux grandes banques israéliennes, c'est eux. La compagnie Eged des bus, les caisses d'assurance et les caisses de retraite. Aujourd'hui, la Histadrut doit des centaines de millions de shekels aux travailleurs palestiniens qui ont travaillé en Israël, qui ont été obligés de cotiser avant la première et la deuxième intifada, qui n'ont jamais vu la couleur de ce pourquoi ils ont cotisé. Et c'est la Histadrut qui va créer l'agence juive, celle qui installe les nouveaux colons, et la Haganah, l'ancêtre de Tsahal, celle qui commet le génocide aujourd'hui. Et avec le parapluie du colonialisme britannique, la Haganah aura 21 000 hommes en armes en 1939. Donc ce que vous devez comprendre, c'est que bien avant la création de l'État d'Israël en 1948, avec le parapluie du colonialisme britannique, il y avait déjà un État juif qui avait été créé, qui était un État séparé avec ses institutions, et que c'est ce qu'on appelle improprement la gauche sioniste qui a créé tout ça. Cette gauche sioniste, elle va signer des accords avec les nazis en 1933, les accords de Havara, accords de transfert, signés de Ben Gurion avec les nazis qui venaient d'arriver au pouvoir en Allemagne. Ça a permis l'émigration de 60 000 juifs allemands en Palestine, donc on va dire que ça leur a sauvé la vie, mais il y avait 700 000 juifs en Allemagne, les pauvres n'avaient pas droit à ça, et beaucoup n'y survivront pas, et surtout il y avait des conditions drastiques. Ces juifs allemands fortunés devaient laisser leurs biens en Allemagne, et les juifs du Yishuv, les juifs de la Palestine mandataire, devaient consommer allemand, et surtout le boycott de l'Allemagne nazie qui avait été lancé par toutes les organisations juives, notamment des États-Unis, était rompu, et Hitler a pu avoir accès au marché de l'acier et au marché du pétrole. Cette gauche sioniste est toujours au pouvoir dans le sionisme en 1942. Il y a une conférence internationale à New York. On pourrait s'attendre à ce que la résolution finale dise « Nous mettrons tous nos moyens pour vaincre Hitler », et la résolution finale, c'est « Nous créerons un État juif sur l'ensemble de la Palestine ». On est en 1942. Il n'y a plus aucun débat historique sur la Nakba, la catastrophe en arabe. C'était un nettoyage ethnique prémédité. Les troupes sionistes qui avaient participé avec les Anglais à la répression de la grande révolte palestinienne de 1936-39 savaient exactement la carte des villages, qui étaient les notables qu'il fallait éliminer en priorité.
Cette Nakba, c'est 28 000 morts chez les Palestiniens, c'est 800 000 exilés, c'est la quasi-totalité des villages et des villes arabes qui sont détruites. C'est surtout le but immédiatement de Ben Gurion. Il faut entendre les phrases qu'il a prononcées. D'abord, il avait dit « Dieu n'existe pas, mais il a donné cette terre au peuple juif ». Ça dit un petit peu l'idéologie de cette gauche. Et puis au moment de la Nakba, il dira « Nous n'avons expulsé personne, les Arabes sont partis d'eux-mêmes ». Donc l'État d'Israël est né dans le déni. Et puis, par contre, il avait dit « Les vieux mourront, les jeunes oublieront ». C'est-à-dire qu'il était bien clair que le modèle de ce qui a été réalisé au moment de la Nakba, c'est le modèle de ce que les Européens avaient réalisé en Amérique du Nord contre les Amérindiens ou en Australie contre les aborigènes, c'est-à-dire expulsés, enfermés ou tués. Et c'est surtout la gauche sioniste qui, quand l'ONU vote fin 1948 la résolution 194 sur le retour des réfugiés palestiniens, va dire ce retour n'aura pas lieu, tous les biens de ceux qu'on a expulsés vont être donnés au KKL qui va les redonner aux nouveaux immigrants et ils vont détruire des centaines de villages et de villes, changer les noms des villes et des villages et finalement dire que c'était une terre sans peuple pour un peuple sans terre puisqu'il n'y a plus d'Arabes. Il y aura 170 000 Palestiniens qui vont échapper à l'expulsion, mais c'était bien l'expulsion de tous qui était prévu. Il faut lire le livre d'Ilan Pappé sur le nettoyage ethnique de la Palestine, qui l'explique très bien. Et c'est toujours la gauche sioniste qui est au pouvoir en 1967, au moment de la guerre des 6 jours. Et là aussi, il n'y a plus de débat historique. C'était une agression qui était prévue depuis 1948. Beaucoup n'avaient pas pardonné à Ben Gurion de ne pas avoir terminé le travail en 1948. Ils ont conquis en 6 jours la Cisjordanie, Gaza, le Golan, Jérusalem et tout. Et leur idée n'a jamais été de rendre ces territoires. Leur idée, dès le début, a été de coloniser. C'est la gauche sioniste qui a commencé la colonisation avec le plan Igal-Allon. Donc je dirais, et toute ressemblance avec la France n'est pas tout à fait fortuite. C'est une certaine gauche qui a fait le sale boulot et qui, quand son rôle historique a été achevé, les fascistes sont arrivés. Toute ressemblance avec ce qui est en train de nous arriver n'est évidemment pas fortuite. Alors je parle justement de cette droite sioniste, et on avait des discussions tout à l'heure. Quand on parle d'une droite, souvent on se demande une droite monarchiste, conservatrice, nationaliste, libérale. Non, la droite sioniste, elle est dès le départ fasciste. Quand je dis fasciste, c'est le fascisme italien. Son fondateur, Vladimir Jabotinsky, en 1920, il y a une scission dans le mouvement sioniste international et apparaît un mouvement qui va lui-même s'appeler le courant révisionniste du sionisme. Son fondateur, c'est Vladimir Jabotinsky, un juif d'Odessa. Dès le début, il va être fasciné par la violence et par le fascisme. Mussolini parlait avec tendresse de notre fasciste juif Jabotinsky. La radio des révisionnistes était en Italie fasciste, à Civitavecchia. La milice armée que les révisionnistes ont créée, la première, le Bétard, qui existe toujours, s'entraînait en Italie fasciste à la fin des années 30. Et cette droite fasciste, elle va se lancer dans une hyper-violence à partir de 1936, quand il y a la grande révolte palestinienne. Il y a un mouvement qui est créé qui s'appelle l'Irgun, dont le chef emblématique sera Menachem Begin, le futur Premier ministre. Dès 1936, il multiplie les attentats aveugles contre la population palestinienne sur les marchés. Et puis en 1939, les Britanniques, comme la guerre est en train d'arriver en Europe, ils ont peur que le monde arabe leur échappe et ils décident d'arrêter l'immigration juive en Palestine. À ce moment-là, tous les courants sionistes déclarent la guerre aux Britanniques, mais très rapidement, la Haganah et même l'Irgun vont arrêter cette guerre au moment où Hitler envahit la France. Mais l'Irgun, il y a une scission et apparaît un groupe qui s'appelle le Lehi, ou groupe Stern, dont le dirigeant emblématique après l'exécution de Stern sera Yitzhak Shamir, futur Premier ministre israélien pendant 7 ans. Et pendant toute la Deuxième Guerre mondiale, le groupe Stern va assassiner des soldats britanniques. Ils vont même faire des offres de service au consulat nazi de Beyrouth. Ces gens-là étaient des collabos. Donc, je me permets de dire, en tant que juif et descendant d'une famille exterminée,
que les dirigeants israéliens d'aujourd'hui ne sont pas les descendants des victimes du génocide, ils sont les descendants idéologiques des collaborateurs. Et vous devez avoir ça dans la tête, ils n'ont rien à voir. Leur prétention de parler au nom des victimes du génocide est une usurpation historique absolument infâme. Cette extrême droite, elle va commettre de très nombreux crimes à partir de 1945 contre les Anglais et contre les Palestiniens. C'est eux qui font le massacre de Der Yassin, c'est eux qui font l'attentat contre l'hôtel King David à Jérusalem, où une partie de l'état-major britannique va être tuée. C'est eux qui vont tuer le comte Bernadotte et son adjoint, le colonel Serrault, dont la fille habite Montpellier, qui était envoyé par l'ONU. Et malgré tout ça, ils sont très minoritaires aux premières élections israéliennes de 1949. Alors, comment on peut expliquer qu'en 1949, ils sont à 15% et en 1977, ils prennent le pouvoir? Là aussi, toute ressemblance avec la France n'est pas tout à fait fortuite. Donc, comment une extrême droite devient hégémonique dans une société? En Israël, c'est assez simple. Il suffisait de conquérir un à un tous les morceaux importants de la société israélienne. Ils ont conquis les religieux. Au début, les religieux n'étaient pas avec eux. Après la guerre de 67, ça va être le cas. Ils ont conquis les colons. Alors les colons, au moment de la guerre de 67, ils sont quelques milliers. À Jérusalem-Est ou dans la vallée du Jourdain, ils sont 900 000 aujourd'hui. Et une moitié des colons sont des banlieusards, mais qui votent quand même à l'extrême droite. Ils ont conquis les séfarades et les misrahim, les juifs venus du monde arabe, mais qui ont été incroyablement discriminés en Israël, qui ont vécu une vraie persécution. Mais Israël n'est pas le seul pays où les discriminés et les persécutés votent pour l'extrême droite. Toute ressemblance avec la France et les États-Unis, là aussi. Hein. Ils ont conquis les Russes en les installant dans les colonies. Ils ont conquis l'armée. L'armée, c'était une armée de généraux criminels laïcs. Et maintenant, c'est une armée de soudards psychopathes religieux et d'extrême droite. Donc voilà, et ils se retrouvent aujourd'hui, vous devez avoir dans la tête qu'ils sont totalement hégémoniques dans une société qui est une société toxique, qui est une société où au jardin d'enfants, on apprend, les petits font des tanks avec des buvards et des bouchons. À l'école primaire, dès qu'ils savent lire et écrire, ils écrivent aux soldats. Et à l'école secondaire, on leur apprend qu'on doit être les plus forts et qu'on doit tirer les premiers, sinon on va être jeté à la mer. Et donc, dans cette société-là, pour paraphraser Jean-Marie Le Pen, les électeurs ont préféré l'original à la copie, et l'extrême droite est hégémonique en Israël. Donc les manifestations que vous avez contre Netanyahou en Israël sont essentiellement des contradictions internes à la société juive israélienne, contradictions entre séfarades et ashkénazes, contradictions entre religieux et laïcs, contradictions entre colons et juifs européanisés, contradictions entre Russes et tous les autres, parce que personne ne les aime en Israël, mais ça ne concerne pas la question palestinienne. Sur la question palestinienne, il y a depuis maintenant une quarantaine d'années un consensus qui est de les foutre dehors ou de les tuer. Alors je vais parler des accords d'Oslo. Ça a été une gigantesque supercherie. J'ai eu la chance de pouvoir discuter avec des négociateurs palestiniens de Madrid et d'Oslo. À Oslo, on a parlé des prisonniers, on n'a rien signé. On a parlé de Jérusalem, on n'a rien signé. On a parlé de l'arrêt de la colonisation et du démantèlement des colonies, on n'a rien signé. On a parlé du retour des réfugiés, on n'a rien signé. La seule chose qui a été signée, et là-dessus Arafat a quand même une responsabilité majeure, c'est la coopération sécuritaire, c'est-à-dire c'est l'obligation pour l'occupé d'assurer la sécurité de l'occupant. Donc pour celles et ceux qui sont allés comme moi en Palestine, j'ai été plusieurs fois en Cisjordanie et 2 fois à Gaza, vous rencontrez des gens qui vous disent vous avez eu Pétain, on a le nôtre, ou on aurait aimé avoir un seul ennemi et pas 2. Mais cette situation-là, elle est dans la nature des accords d'Oslo. Le fait que l'autorité palestinienne soit devenue une entité de collaborateurs, écoutez, nous, c'est pas nous en France qui avons eu Vichy avec l'accord d'une partie très importante de la société française qui allons faire semblant de ne pas comprendre ce qui se passe, mais c'est la situation.
Après la signature des accords d'Oslo, il va y avoir un rouleau compresseur d'Israël pour coloniser et du monde occidental pour imposer aux Palestiniens la capitulation. Il faut comprendre que quand on parle d'Oslo, il faut parler de Rabin. Rabin, qui c'était? C'est l'homme du nettoyage ethnique de 1948 qui est chargé des bases œuvres par Ben Gurion pendant toute la guerre de 1948. Si vous avez vu le film Tantoura, c'est la brigade Alexandroni, c'est Rabin. Si vous avez si vous avez entendu parler du nettoyage ethnique de la ville de Ramleh, c'est Rabin. Plus tard, pour les militants, quand vous célébrez la journée de la terre, la révolte des paysans palestiniens de Galilée en 1967 contre le vol de leurs terres, la répression, c'est Rabin. La première intifada, c'est Rabin qui dirige l'armée et qui dira « brisez-leur les os et le dos ». Et il dira à la même époque « je n'ai qu'un seul souhait, c'est que Gaza soit englouti par la mer ». Donc cet homme, c'est lui qui signe les accords d'Oslo. Pourquoi? C'était une autre façon d'obtenir une forme de capitulation de la Palestine. Et pour que vous ayez l'idée de la duplicité de ces accords, entre la signature des accords d'Oslo en septembre 1993 et l'assassinat de Rabin 26 mois plus tard, Rabin installe 60 000 nouveaux colons. De quelle paix s'agissait-il? Donc depuis, on a l'extrême droite qui est presque toujours au pouvoir. Je dis presque toujours parce que les travaillistes ont continué de jouer un sale rôle. Le dernier Premier ministre travailliste, c'est Ehud Barak. Dans le livre Le rêve brisé de Charles Anderlin, Anderlin décrit les dernières négociations qu'il y a entre Arafat d'un côté, Clinton et Barak de l'autre. Barak propose à Arafat vous allez avoir un État palestinien, la capitale ce sera Abu Dis, bon c'est pas Jérusalem mais c'est pas loin, les réfugiés on en prend 15 000, les prisonniers on verra, on les libérera au compte-gouttes, les colonies, non, vous pensez on va enlever 2-3 colonies mais les grands blocs de colonies on les garde, vous pensez bien que c'est pas à vous, et vous signez. Arafat refuse de signer, Clinton le prend au collet en lui disant tu signes ou tu es un homme mort et nous te ferons porter la responsabilité de l'échec. Il a eu les deux. Et Barak, le lendemain à la télé, déclare « Nous avons fait des offres généreuses aux Palestiniens qu'ils ont refusées. Nous n'avons plus de partenaires pour la paix. » C'est dans la responsabilité du basculement définitif de l'opinion israélienne du côté de la guerre, les travaillistes portent encore une énorme responsabilité. Je vais terminer sur Gaza et sur comment en sortir. Gaza, donc je suis allé 2 fois, en 2013 et en 2016. En 2016, au nom de l'Union juive française pour la paix, on est resté 3 semaines et on a pu rencontrer les dirigeants politiques de tous les partis à Gaza. Donc du Hamas, le président de la Chambre, je ne sais pas s'il est encore vivant, et un autre député, du djihad islamique, c'est beaucoup plus rare. Quand ils nous ont rencontrés, ils ne voulaient même plus qu'on parte, ils étaient trop heureux de nous rencontrer. Du FPLP, il y a eu des suites puisque c'est moi qui ai hébergé Mariam Aboudaka quand elle était à Marseille et elle a été arrêtée dans ma voiture sur ordre de M. Darmanin. Et on a rencontré le Parti communiste, le PPP, on a rencontré tous les petits partis de gauche, on a rencontré le Fatah qui existe parfaitement à Gaza, deux dirigeants du Fatah. Voilà. Qu'est-ce que je peux dire de Gaza? Premièrement, si vous enlevez la situation coloniale, vous ne comprenez rien à Gaza. Premièrement, Gaza, c'est 80% de réfugiés. 80%. 73% ont la carte de l'UNRWA, l'Office des Nations Unies. Vous comprenez bien que quand on détruit l'UNRWA, l'UNRWA assure pour les Palestiniens l'éducation, la santé et l'alimentation. Donc détruire l'UNRWA, c'est détruire la société palestinienne. Gaza, comme toute la Palestine, c'est une société incroyablement éduquée. En Égypte, il y a 35% d'illettrés. Et je vois les exactions que l'armée égyptienne est en train de faire avec les marcheurs dans le Sinaï. Ils sont rentrés au Caire, là maintenant. Moi, j'ai été contrôlé par une armée d'illettrés dans le Sinaï et on voit tout de suite que c'est une armée d'illettrés. À Gaza, non, il y a 1% d'illettrisme. L'école est gratuite du cours préparatoire au bac. C'est soit l'école de l'UNRWA, soit l'école du gouvernement. Mais avant, il faut assurer le préscolaire et le périscolaire. Il y a un nombre incalculable d'associations, et pas seulement d'associations de femmes qui organisent ça. Après,
Alors qu'il n'y a pas de débouché, les familles se saignent pour envoyer les jeunes à l'université. Il y avait, les statistiques que j'ai de mon voyage de 2016, il y avait 100 000 étudiants dans 6 universités, 21 000 diplômés, en nette majorité des femmes. Bien sûr, Gaza, comme la Palestine, est une société patriarcale, mais ça lutte très sérieusement contre le patriarcat. Il y a énormément d'associations de femmes, et en tout cas sur la question de l'éducation, elles sont absolument en pointe. À Gaza, c'est une société pluraliste. Vous rentrez dans un taxi collectif, c'est vive le Hamas, ah non, abat le Hamas, ce sont des corrompus. Ça discute. À l'intérieur des mêmes familles, vous avez des enfants qui sont de partis politiques différents. C'est une société complètement pluraliste. Ce n'est ni une dictature obéissant aux ordres et soumis, c'est pas ça. Et c'est pas non plus des fanatiques, etc. Je parlerai après de la question du 7 octobre. Gaza, quand j'y suis, et puis ça empire après, 95% de l'eau est inconsommable. C'est pas malchance, c'est parce qu'au mépris du droit international, les Israéliens pompent comme des malades sur la nappe phréatique en amont, ce qui est totalement interdit dans le droit international. Gaza, quand j'y suis, c'est entre 4 et 6 heures d'électricité par jour. Ça aussi, c'est parce que les Israéliens ne fournissent pas ce qui permettrait aux Gazaouis d'avoir de l'électricité. Vous devez imaginer ce que c'est qu'une ville surpeuplée quand vous êtes dans le noir. Ça m'est arrivé à plusieurs reprises. Et vous devez imaginer toutes les astuces qu'il y a quand vous prenez l'ascenseur pour ne pas rester en rade, pour que l'ascenseur puisse redémarrer. Et ça aussi, ça m'est arrivé. Les Palestiniens ont été accusés d'avoir mal voté. Le vote de 2006, le résultat était le même à Gaza et en Cisjordanie. C'était 39% pour le Hamas, 33% pour le Fatah, et le reste dispersé dans une quinzaine de partis, principalement des partis de gauche. Il est à peu près certain, toute ressemblance avec la France est encore fortuite, que si la gauche avait été unie, elle aurait bénéficié du vote de protestation, parce qu'une bonne moitié du vote Hamas a été un vote de protestation, l'autre moitié a été un vote d'adhésion. Le vote de protestation, et ça a été clair, c'était sur 2 sujets fondamentaux, la corruption, parce qu'au lendemain des accords d'Oslo, ceux qui sont arrivés de Tunisie ont apporté la corruption, et les accords d'Oslo qui ont été une véritable catastrophe politique et économique pour les Palestiniens. Depuis 2006 et bien avant le massacre actuel, Gaza a subi des bombardements terribles, plomb durci 2008-2009, pilier de la défense 2012, bordure protectrice 2014, 2400 morts quand même. Moi je suis à Gaza quelques mois après bordure protectrice, il y a encore des ruines partout, mais il y a cette volonté formidable des Gazaouis de recommencer à produire avant de reconstruire leurs habitations. C'était particulièrement clair pour les paysans. Nous avons initié, l'Union juive française pour la paix, quelque chose d'assez exemplaire. Le Mokhtar, le chef traditionnel des grandes familles de paysans de Houza, au sud-est de la bande de Gaza, se lamentait que, par manque d'électricité, parce que le gouvernement du Hamas avait refusé de lui faire une exception, ils allaient perdre leur récolte de melons, parce que l'eau, elle est à 150 mètres de profondeur, mais il faut l'électricité pour la puiser, et comme avec 4 heures d'électricité, ils ne pouvaient pas. Je signale d'ailleurs que les fameux kibboutz progressistes dont on a parlé, moi je les ai vus, les paysans de Houza, ils creusent à 150 mètres de profondeur, mais en face, il y a la piscine, il y a la pelouse et il y a l'arrosage automatique. C'est une gauche légèrement coloniale, mais qui a oublié qu'elle était coloniale. Donc je reviens sur les paysans. Ils nous ont demandé si la solidarité a un sens, faites quelque chose. Donc on a lancé à notre retour en France une collecte, on n'y croyait pas trop. On ne savait pas comment envoyer l'argent, on a balbutié là-dessus. On a envoyé de l'argent, ils ont construit un château d'eau, qui est en photo sur le livre, quand il était entier. C'est eux-mêmes qui ont écrit en haut UJFP, Union juive française pour la paix. Le château d'eau a été détruit en février 2024. On a publié un communiqué, la destruction du château d'eau de Houza, un acte antisémite, puisque c'était clairement un château d'eau qui venait d'une association juive. Après, ils nous ont demandé des canalisations, et comme ça, il y a eu une centaine de fermes qui ont été raccordées. Puis une maison des paysans, ils voulaient être indépendants des partis politiques. Ils ont appelé ça quartier général UJFP, et les ministres du Hamas, quand ils voulaient discuter avec les paysans, ils venaient au quartier général UJFP. D'accord ? Je précise que tous les partis politiques à Gaza, on s'est présenté UJFP,
Et tous nous ont dit, nous sommes contre l'occupation, nous n'avons rien contre les Juifs. Ça, l'antisémitisme, c'est en Europe, c'est des Européens, c'est pas en Palestine. Avec les paysans, on a passé à la vitesse supérieure avec l'aide d'une association que M. Darmanin a dissous depuis, humanitaire, l'ancien comité de bienfaisance et de secours à la Palestine, organisation musulmane. On a créé une pépinière solidaire, 1000 fermes étaient raccordées. On a acheté une voiture, ils ont écrit en énorme sur la voiture Union juive, en petit Française pour la paix, qui sillonnait la bande de Gaza avec un agronome pour donner des conseils aux paysans. Et on était en train, avec leur collaboration, de passer à l'agroécologie parce qu'ils empoisonnent leurs terres et parce qu'ils s'apercevaient qu'ils empoisonnaient leurs terres. Tout ça, évidemment, ça a été mis par terre. Mais depuis le 7 octobre, l'UJFP a pu envoyer plus de 600 000 € à Gaza. On y arrive toujours, c'est de plus en plus difficile. Donc, je ne fais pas de quête ici, mais allez sur notre site, le site UJFP, et il y a le bouton Urgence Guerre à Gaza, c'est très simple, vous pouvez donner. Je vous assure que l'argent que vous donnez, il est 4 jours après à Gaza, et que pour l'instant, il sert à manger, essentiellement. Alors, depuis le 7 octobre, d'abord, je vais parler du 7 octobre. Ce n'est pas un pogrom, quelle insulte à notre mémoire de dire ça. Les pogroms, ça a attaqué les Juifs. Le 7 octobre, ce n'est pas les Juifs qui ont été attaqués, c'est l'occupant. Ce n'est pas pareil. Nous, on était au Caire le 7 octobre 2023. Pour la première fois depuis 10 ans, le gouvernement français déposait notre demande auprès des autorités égyptiennes pour qu'on rentre à Gaza par Rafah. On attendait l'autorisation égyptienne. On était avec des Gazaouis dans l'hôtel. Leur explosion de joie, ils ne savaient pas trop ce qui s'était passé, mais pour eux, la barrière avait été cassée. Cette barrière, je ne sais pas si vous imaginez ce que c'est, une barrière hautement électrifiée avec des tourtueuses tous les 250 mètres, des machins qui font 20 mètres de haut, qui sont téléguidés, il n'y a personne dedans, et qui s'ouvrent et qui tirent à la mitraillette sur des paysans qui vont cultiver le plus près de la barrière parce que c'est là que les terres sont les meilleures. Donc, ils ont cassé la barrière et l'idée que les gens avaient, c'est pour Gilad Shalit, on a eu 1000 libérations. Là, on va faire sortir tous nos prisonniers. Il faut quand même savoir qu'en Palestine, 900 000 Palestiniens ont été en prison depuis 1967. 40% des hommes entre 18 et 50 ans. Vous avez entendu des radios raconter ça? Qu'il y a des gens qui meurent en prison, qu'il y a de la torture qui est totalement légalisée, que la fameuse Cour suprême qui est prétendument opposée à Netanyahou, elle a légalisé la torture dite raisonnable. Donc, le 7 octobre, ils pensaient qu'ils allaient avoir ça. Ben, ils n'avaient pas anticipé le fait qu'ils avaient les fascistes en face d'eux et que la négociation, elle n'aurait pas lieu et qu'il y a la suite que vous connaissez. Ce qui se passe depuis le 7 octobre dépasse totalement l'entendement. On a des dirigeants qui ont ouvertement appelé à tuer les femmes et les enfants, qui ont déclaré qu'il n'y avait pas d'innocents, qui ont rasé les hôpitaux les uns après les autres. Il y a des directeurs d'hôpital qui sont morts en prison. Il y a plus de journalistes qui sont morts à Gaza que pendant toutes les guerres du XXe siècle. Il y a 2 millions de personnes qui ont été déplacées, parfois déplacées 7-8 fois. Ils n'ont aucun endroit où aller parce que la sécurité n'est nulle part. Nous, depuis le 7 octobre, avec l'argent qu'on a pu envoyer, ils ont construit des camps de tentes. Ils ont commencé à les gérer. Ils ont recréé le tissu social à l'intérieur des camps. Ils ont creusé des sanitaires. Ils ont désinfecté les camps qui étaient infestés par les ravageurs et les moustiques. Dès quelques mois après le 7 octobre, on a réussi à instaurer 3 repas par semaine pour 1800 familles. Ça dure toujours. Et ça, on y arrive. On a recommencé à scolariser les jeunes dès le mois de mai de l'an dernier. Donc ça fait maintenant 1 an qu'on a recommencé la scolarisation jusqu'à 13 ans. Il y a surtout ce qui est fondamental et les rapports qu'on reçoit de Gaza, c'est l'aide psychologique. Parce que s'il n'y avait pas l'aide psychologique, la population sombrerait. Les histoires qui nous arrivent de Gaza, écoutez, les images qui nous arrivent à moi, fils de déporté, elles me rappellent les images des camps de concentration avec lesquels j'ai grandi. Et c'est la famine qui est aujourd'hui organisée. Ce sont des enfants qui demandent à leurs parents mets-moi mon nom sur mon bras parce que comme ça, si je disparais dans un bombardement, quand on me retrouvera, on saura qui je suis. C'est ça la situation et c'est ça qu'on est en train d'accepter. Pourquoi le monde occidental est avec Israël? Pourquoi le monde arabe, les dirigeants, est avec Israël? Parce que c'est leur État. Parce que c'est un exemple de revanche coloniale pour la France qui n'a jamais dit
ce qui s'était passé dans ces colonies, c'est quelque chose d'assez fondamental, parce que c'est un exemple de traitement de répression contre les populations réputées dangereuses, parce que c'est une start-up technologique qui fabrique les armes les plus perfectionnées et toutes les polices et les États du monde viennent se former en Israël, parce que c'est un morceau d'Occident qui est fiché au Moyen-Orient, parce que c'est la façon pour tenir cette région-là. Il faut à la fois Israël et les pétromonarchies esclavagistes et patriarcales du Golfe. Donc cette complicité, elle est innommable. Nos médias et nos dirigeants politiques portent une responsabilité fondamentale. Sans leur complicité, sans le fait d'avoir repris la parole des génocidaires, ce génocide n'aurait pas été possible. Donc ça, il faut le dire chaque fois que vous êtes en face des médias, leur cracher à la gueule quand même à cause de ça. Je termine, je suis très long. Comment en sortir si j'avais la solution? Les Palestiniens disent souvent notre sort dépend de deux choses. Que nous soyons capables, nous, de continuer à faire société. Alors ce que je peux dire, c'est qu'en Cisjordanie comme à Gaza, dans les pires conditions, ils y arrivent encore. Alors évidemment, il y a des tas de moments où on sent que le lien social est en train de se déliter. Quand les Israéliens organisent le mitraillage de foules affamées qui viennent chercher de la nourriture, ça se délite. Quand ils organisent l'existence de bandes mafieuses qui attaquent les convois de camions et après pour les revendre au marché noir, ça se délite aussi. Malgré tout, de tous les échos que nous avons de Gaza ou de Cisjordanie, la société, elle tient. Les normes, ce qui fait tenir la société palestinienne, le très grand nombre d'associations, ça a continué. Et le très grand nombre, je l'ai dit, d'associations de femmes aussi, hein, qui jouent un rôle absolument énorme dans cette histoire-là. Et la deuxième chose, cette guerre se joue chez nous. Elle se joue par notre capacité ou non d'imposer à nos gouvernements complices d'arrêter d'être complices et de sanctionner l'occupant. Il n'y aura aucune fracture dans la société israélienne sans sanction. Que les choses soient claires. Il n'y a pas d'exemple dans l'histoire humaine de société coloniale qui d'elle-même ait changé de politique. La France en Algérie, les États-Unis au Vietnam ou l'Afrique du Sud de l'apartheid, c'est parce qu'ils ont subi les conséquences de ce qu'ils infligeaient aux colonisés qu'ils ont changé de politique. Et donc nous devons imposer qu'Israël soit puni et nous soutenons évidemment à fond le BDS, le boycott des investissements sanctions, boycott des investissements sanctions, et c'est tous les boycotts, hein, le boycott syndical, universitaire, sportif, les sanctions, le désinvestissement, ça commence à se faire quand même de plus en plus. Les sanctions, c'est la rupture de toutes les relations politiques, économiques. En particulier, il faudrait à l'évidence des rappels d'ambassadeurs ou des choses comme ça. Et comment on va en sortir? La solution à deux États, elle n'est ni possible ni souhaitable. Elle n'est pas possible parce que n'importe qui va en Palestine, il va se dire mais vous le mettez où l'État palestinien? Dès que vous avez franchi la ligne verte, il y a les colonies et le mur partout. Elle n'est pas souhaitable pour plein de raisons. Le sionisme est une théorie de la séparation. Il a mené au fascisme. Vous maintenez la séparation, vous maintiendrez le fascisme. Si vous voulez deux États, au nom de quoi on va donner 78% aux uns et 22% aux autres, alors qu'il y a autant de Palestiniens que de Juifs israéliens entre mer et Jourdain. Mais la raison fondamentale pour laquelle la solution à deux États n'est pas souhaitable, c'est que le peuple palestinien est un peuple de réfugiés. Le crime fondateur de 1948 a fait des Palestiniens des réfugiés. Les descendants des 800 000 expulsés de 1948 sont aujourd'hui 10 millions. 6 millions ont la carte de l'UNRWA. Donc si vous imaginez une solution qui s'adresse à tout le monde, sauf aux réfugiés qui sont les principales victimes de cette guerre-là, c'est tout sauf une paix. Et les réfugiés, vous n'allez pas les faire rentrer à Gaza, ils sont 80%. Vous n'allez pas les faire rentrer en Cisjordanie, ils sont 35%. Et ce que dit le droit international, c'est bien que les réfugiés, ils rentrent de l'endroit où eux ou leurs ancêtres ont été expulsés, c'est-à-dire l'État d'Israël d'avant 67. Et donc on comprend bien que la solution à deux États, elle sacrifie les principales victimes qui sont les réfugiés palestiniens. Et donc c'est une solution de collabo, mais ce n'est pas une solution de justice. Alors un État, bien sûr, il y a des gens qui se lancent là-dedans. Bien sûr, ce serait le plus juste. Un seul État laïque et démocratique, c'était le programme de l'OLP. C'était la volonté d'un certain nombre de
de juifs de la Palestine mandataires qui représentaient une partie importante de l'opinion avant 1948. Il n'y a plus les forces pour ça. Donc nous, à l'UJFP, je terminerai là-dessus, on demande une seule chose, qu'on applique le droit international aux Palestiniens. Le droit international, ce n'est pas l'ONU qui a des responsabilités majeures dans l'expulsion des Palestiniens de 1948. Le droit international, ce sont des textes, en particulier la Déclaration universelle des droits de l'homme. Que dit le droit international pour la Palestine? 1. La liberté, fin de l'occupation, fin de la colonisation, destruction du mur, fin du blocus de Gaza, libération des prisonniers. 2. L'égalité des droits pour tous et toutes, quelle que soit l'origine, l'identité réelle ou supposée, la religion ou la non-religion. Et 3. La justice, ça veut dire le retour des réfugiés palestiniens et le jugement des criminels de guerre. Je vous fais juste remarquer que vivre ensemble dans l'égalité des droits et retour des réfugiés palestiniens, ça veut dire la fin de l'État juif et la fin du sionisme.